Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé et je sais qu'on vous a énormément manqué. On a eu plein de messages, plein de messages nous disant s'il vous plaît, refaites des causeries. Donc on est désolé, on a eu énormément de choses qui se sont passées ces derniers temps et ça va être le sujet aujourd'hui de notre causerie. Donc on va vous parler un petit peu de ce qu'on a fait au mois de février et mars, parce qu'on est parti. Donc on va vous expliquer tout ça, comment on s'est organisé, etc. Et comment se sont passées nos vacances. Ensuite, je vais vous raconter un petit peu aussi, moi, comment j'ai pris, entre guillemets, 3 kilos, comment je suis montée à 4000 calories. Et puis, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme sujet? T'es fait mal au dos. Ah bah oui, ah oui, mon dos. Bah oui, T'arrêtes la voilà. muscu alors. T'as Voilà. dû arrêter la Donc, muscu. on va voir ça ensemble. Quels sont mes nouveaux objectifs par rapport à mes douleurs? Donc, je pense qu'on va aborder ces trois sujets aujourd'hui dans cette causerie. Ça va être un petit peu long, mais je sais que vous aimez bien nous écouter sur votre cardio, pendant que vous faites votre cardio, pendant que vous faites vos pas. Voilà, on va vous accompagner pendant cette petite session. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de demandes, même moi sur mon compte Instagram perso, j'ai plein de gens qui sont venus me voir et refaites des causeries s'il vous plaît, tout ça. Même Ok. toi, ils sont venus te chercher. Non mais c'est vrai qu'attends, tu sais quoi, je vais regarder sur le YouTube. Je C'est pense que ça quand? fait 4 mois. La dernière, la dernière causerie, ouais, c'était il y a 3 mois et demi. On a abusé là, quand même. Là, vraiment, on a Ouais, ouais. abusé, hein. Non mais on a plein d'excuses. Viens, on donne plein d'excuses. Les dernières vidéos, c'était des témoignages. Ouais. Bah, Euh, la première excuse, c'est le départ entre guillemets en mais non, vacances. mais Parce t'as que... eu tes yeux. T'as eu tes yeux Ah, aussi. mais oui, il y a T'as eu mon oublié. opération des yeux, mais c'est vrai, c'est juste avant de partir. Bah, Exact. attends, vas-y, tu sais quoi? On va raconter chronologiquement. Oui, Et ce mes qui peut être yeux, intéressant quand même aussi, c'est pas qu'on vous raconte notre vie pour vous raconter notre vie. C'est aussi qu'on puisse vous donner des anecdotes et des tips si vous vivez le même genre de choses et comment nous on s'adapte pour maintenir malgré tout ça une hygiène de vie saine et continuer à faire ce qu'il faut pour rester en bonne santé, atteindre nos objectifs, etc. Donc, tu t'es fait opérer des yeux. donc le 15 janvier 2025, je me suis fait opérer des paupières exactement parce que plein de gens m'ont remis en place en me disant c'est pas les yeux, c'est les paupières. Donc voilà. Donc on soit bien d'accord, je me suis fait opérer des paupières parce que madame a un problème avec sa paupière depuis, enfin ses paupières depuis super longtemps. Et on voit qu'en fait, c'est un problème qui est surtout héréditaire, entre guillemets. C'est un surplus de peau en fait, hein, voilà, qui est sur la paupière et qui tombe en fait sur l'œil. Alors, il y a un aspect esthétique qui est vraiment pas beau du tout parce que ça fait un regard de chien battu, c'est pas joli, etc. Mais il y a aussi le côté pesant en fait de cette paupière sur l'œil qui tous les matins j'avais l'impression d'avoir des espèces de valises en fait sur les yeux et presque ça m'empêchait de bien ouvrir les yeux et de bien voir. Et ça me gênait, et plus le temps passait, et plus ça me gênait. Et en fait, je suis allée voir deux médecins différents. D'abord, je suis allée voir un ophtalmo parce que je ne savais pas en fait vers qui me diriger. Et ensuite, je suis allée voir un chirurgien esthétique. Et j'ai eu en fait deux devis, deux façons différentes de faire cette opération. Et mon choix a été porté du coup sur le médecin esthétique, qui pour moi me paraissait une méthode plus jolie, on va dire, sur le rendu, moins, comment dire, invasive et douloureuse. Parce que en fait, l'ophtalmo me proposait une opération qui était dans son cabinet, en ambulatoire, et tu prends juste des petits médicaments comme ça et tu es conscient de tout. Là, je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Et ensuite, avec le médecin esthétique, donc là, on avait une opération qui était complètement différente, avec une entrée dans une clinique, avec une légère anesthésie. Alors, c'est pas une anesthésie générale totale, mais je n'ai pas été consciente en fait de l'opération. C'est une opération qui a duré à peu près une demi-heure. Je me suis réveillée dans mon lit de la clinique. J'ai passé la matinée à me reposer et à me remettre un petit peu de l'anesthésie. Et après, Et à j'étais rentrée manger chez des moi. pitchs.
Et t'as mangé plein de pitch. Oh my God! Ouais, alors j'ai fait plein de stories en fait pour que chaque personne puisse suivre cette aventure. Donc vous pouvez retrouver tout en story à la une dans J'alimente ma santé dans mon Instagram et je vais en faire une vidéo en fait totale, complète avec tout, avec une introduction, avec tout ce qui s'est passé et avec la conclusion aujourd'hui, 3 mois après, comment s'est passée mon opération. Parce que j'ai eu énormément de gens, en fait, qui voulaient faire aussi cette opération, qui me demandaient comment ça allait se passer, est-ce que ça faisait mal, etc. Et moi, la première, en fait, quand j'ai voulu faire cette opération, parce que je vous avoue que ça fait 3 ans que je tourne autour du pot, que je suis là, que j'ai envie de la faire, mais que j'ai peur, en fait. J'avais peur d'avoir mal, j'avais peur des conséquences, j'avais peur que ce soit raté, j'avais peur, enfin, de plein de trucs. Et puis, c'est un coût aussi, hein, donc voilà, il a fallu économiser parce que c'est pas donné. Et à force, je cherchais en fait des témoignages, je cherchais des vidéos YouTube de personnes qui l'avaient fait, voir si c'était bien fait, si après ma paupière allait pas complètement retomber tout de suite après, est-ce que c'était douloureux? Enfin, j'avais plein de questions et j'avais du mal en fait à trouver des personnes qui documentaient bien cette opération. Et je me suis dit, bah, si je la fais cette opération, bah, je la documenterai du début à la fin et je dirais tout ce que j'ai senti, comment je me suis sentie, qu'est-ce qui s'est passé, mes douleurs, voilà. Et c'est ce que j'ai fait en fait avec les vidéos que j'ai mises dans ma story à la une. Donc tu as eu un petit déjeuner avec des pitchs que tu n'as Ouais, pas j'ai eu un mangé. C'est pour ça petit... que je parle de pitch, voilà. Alors, en fait, par expérience, pour avoir fait quelques petits séjours en clinique ou à l'hôpital ou avoir visité des gens qui étaient à l'hôpital et en clinique, on sait quasiment tous ce qu'il y a à manger là-bas. C'est pas un hôtel 4 étoiles et c'est pas un gastro et c'est pas des choses qui sont équilibrées. Même si normalement il y a un diététicien en fait qui doit faire les repas. Je sais pas où est-ce qu'ils ont eu leur diplôme, mais en tout cas c'est vraiment une catastrophe. Alors après, il y en a plein qui m'ont dit, mais attends, c'est normal, ils n'ont pas les moyens dans un hôpital, ils vont pas te donner des trucs hyper clean, sains, du bio, machin, etc., etc. Mais je pense qu'au moins, il devrait avoir un équilibre au niveau des macronutriments, même si c'est pas forcément des aliments ultra sains. Mais il y avait que des trucs sucrés, en fait. Je te rappelle, on a calculé les macros, tu avais 120 grammes de glucides au petit-déj. Ouais, mais 120 grammes de Et glucides sous forme de glucides rapides en plus. ouais, en plus, ouais. Tu Et vois, c'est même quasiment pas de pas genre protéines. des féculents, quoi. Enfin, bref. Non, mais ce qui est grave, c'est quand même qu'ils vont servir ça avec des gens aussi qui sont diabétiques ou. Oui, et puis quand tu es à l'hôpital, tu es sédentaire. Tu vois, Ouais, tu n'as pas besoin de tout ce sucre, de tous ces glucides. Et puis cette forme de sucre-là, du sucre simple, parce que là, on était sur du sucre dans le thé, sur de la confiture, il y avait des fruits, enfin une compote, il y avait du pain, il y avait un pitch, il y avait un truc. Bah, bref, c'était que des glucides en fait. Et c'est vrai qu'il n'y a aucun équilibre. Je crois qu'il y avait quand même le petit carré de beurre là, voilà, pour rapporter un petit peu de lipides. Mais c'est vrai qu'il n'y a aucun équilibre. Et moi, j'avais anticipé et je m'étais pris une part de mon gâteau du petit-déj parce que quand on rentre comme ça, quand on va faire une opération, en général, il faut être à jeun. Et moi, c'est le truc le plus difficile pour moi, c'est ça, c'est d'être à jeun, de ne pas manger déjeuner le matin. J'ai tellement besoin de mon petit-déj le matin. Voilà, c'est dur pour moi de me dire que j'ai une opération. C'est pour ça que j'ai pris l'opération la première. J'étais sa première patiente, en fait, 7 heures du mat. Parce que j'avais plusieurs possibilités de passer, hein. Il y avait 7 heures, 10 heures, midi, 13 heures. Mais il fallait être à jeun. Et moi, être à jeun du matin jusqu'à 13 heures, c'est no way, en fait. Donc j'ai dit, mais moi, la première place, je la prends. Voilà. Donc j'étais à jeun depuis la veille, je crois que c'était 10 heures ou minuit ou un truc comme ça. Ben voilà, j'avais pris mon dernier repas, mon pré-dodo, vers 21 h, 21 h 30. Et après, j'ai pu prendre mon petit déjeuner une fois que j'étais bien réveillée, une fois que ça allait mieux, etc., que j'avais commencé à ouvrir un petit peu les yeux, j'ai pris mon petit déj, je sais plus quelle heure il était, 10 heures, un truc comme ça, non, ou 11 heures. Parce qu'on est ouais, parti c'est ça, ouais. de l'hôpital, on est parti, il était midi. Je suis rentrée à Ouais. 7 heures et on est parti à midi. Voilà. Et après, si vous voulez tous les détails, c'est vrai que je vais peut-être pas tout raconter les détails ici, mais j'ai tout filmé, j'ai tout documenté, et comme ça, il y a vraiment tout sur cette opération. Et si vous avez des questions, du coup, ce sera plus facile. Je réponds à toutes les questions, en fait. Ouais, parce qu'en fait, la vidéo, moi, je l'avais mise sur YouTube. Mais tu m'as dit, mais pourquoi tu l'as mise? J'ai pas fini.
j'ai pas complètement monté et puis je l'avais publié. Donc il y a 100 personnes, je crois, qui l'ont vu. Mais elle voulait attendre Céline, donc on a que ça fasse vraiment 3-4 mois et puis Ouais, voilà. on Bah, en peut fait, faire là, un vrai je dois résultat avoir avant-après, quoi. je dois avoir Tac, visite de ma contrôle. visite de contrôle. En fait, j'ai eu une première visite de contrôle juste avant qu'on parte en Espagne, parce que je me suis fait opérer le 15 janvier. J'ai eu donc le 30 janvier, 15 jours après, ils voulaient me voir pour m'enlever les points déjà et T'as regarder eu un petit peu super comment. mal, d'ailleurs. Ouais, c'est le seul truc qui m'a vraiment piqué. Enfin, après, c'est une douleur qui a duré une minute, hein, même pas, mais voilà, ça m'a fait un petit peu mal parce que je pense que moi, je cicatrise ultra vite. Le truc, c'est que comme je prends beaucoup de compléments alimentaires, vitamine E, vitamine A, collagène, etc., donc moi j'ai une cicatrisation qui s'est faite à vitesse grand V. Eux, bah, ils ont leur protocole, ils disent que bah, voilà, il faut enlever à 15 jours, sauf que moi en 15 jours, tous les points, ils avaient été entourés par ma peau en fait. Alors que peut-être des personnes, on va dire, qui se complémentent pas ou qui cicatrisent moins vite, ils n'auraient pas eu la douleur que moi j'ai eue, parce que moi, il m'a arraché à moitié la peau avec, tu vois, c'est ça le problème. Ah oui. Et peut-être que moi, il aurait fallu qu'il m'enlève les points à 10 jours, pas à 15 jours. Ouais, ouais, ouais. Euh, et puis là, il m'avait dit, donc quand on s'est vu là, qu'il m'a enlevé les points, il m'a dit, on se revoit à 3 mois. Et là, on est à 3 mois. Et là, il faut que je prenne le rendez-vous, il faut que j'y aille. Et du coup, je ferai la conclusion Oui, avec mes bon. 3 mois. Mais bon, tout ça pour vous dire que je suis hyper contente du résultat, même si, bon, bah, je suis passée par des petites galères quand même, hein. C'était pas tous les jours facile parce que, ben, on se rend pas compte, mais finalement, de pouvoir ouvrir les yeux, et là, moi, je suis restée les yeux fermés pendant au moins minimum une semaine, et après, allez, pendant 2, 3 semaines, j'avais les yeux mi-ouverts en fait. Je pouvais pas ouvrir les yeux complètement parce que la cicatrice, en fait, me gênait pour ouvrir les yeux. Et jusqu'à ce que ça se résorbe complètement et que j'arrive à avoir les yeux complètement ouverts, bah, je conduisais avec la tête. Je devais lever la tête pour voir parce que je voyais pas, je pouvais pas ouvrir les yeux en entier. Et il y a plein de trucs qui étaient handicapants, en fait, hein, dans ma vie de tous les jours. On se rend pas compte, mais voilà, pendant une semaine, tu as les yeux fermés avec une poche de glace, et tu t'ennuies à mourir en fait. Tu peux rien faire, tu peux pas. En fait, je pouvais pas faire de sport, je pouvais pas aller marcher, je pouvais pas regarder une série, je pouvais rien faire en fait. Je pouvais juste rester allongée, les yeux fermés. Alors j'écoutais des podcasts, hein. Heureusement qu'il y a des gens comme nous qui font des podcasts, et c'est la seule chose que j'ai pu faire en fait pendant ouais, une bonne dizaine de jours, hein. Et d'ailleurs, on avait programmé notre voyage en Espagne, donc on est parti 2 mois en Andalousie. Sauf que bah, t'avais pas prévu d'avoir les yeux dans cet état-là aussi longtemps. Et non. Et on s'est retrouvé, enfin, je me suis retrouvé à faire la route de 1 700 kilomètres tout seul. Non, j'ai fait un peu quand même. J'ai Ouais. essayé tant bien que mal de le soulager de temps en temps. Je faisais 1 heure maxi parce que j'arrivais Oui, pas plus. quand Voilà, je dès qu'il mangeais, tu roulais. mangeait, je roulais, donc il pouvait manger, comme ça on perdait pas de temps. Et moi, quand j'en pouvais vraiment plus et que j'arrivais plus du tout à tenir les yeux ouverts, il reprenait le relais. Mais voilà, je sais pas, en tout, j'ai dû peut-être conduire 4 heures sur les 17 heures, quoi. Ouais, même pas. Mais Ouais. bon. Enfin, Donc ça va, bref, on on s'est avait. arrêté, on a fait une halte, on s'est arrêté pour Oui, dormir et on a à l'aller, on a fait une halte et au retour, on a fait les 1 800 bandes d'un coup. Ouais, on a fait d'une traite, on s'est chauffés tous les deux, on s'est dit, allez, on y Chauffé. va, on part Mais le franchement, matin à 6 heures. c'est passé crème, moi, je trouve, hein. Je m'attendais à Ouais, un ça truc va, à part vachement. qu'on n'arrivait plus à marcher et on avait le cul en vrac. Ah ouais, 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 c'est clair. Oh là là, Non, non, mais 17 heures, le cul collé dans la voiture, c'était horrible, hein. moi, franchement, niveau concentration et lucidité, ça m'a impressionné. J'étais Ouais. frais. Bah, je suis rentré et On, il on était. mangeait, on mangeait toutes les 3 heures, hein. Ouais. Et d'ailleurs, ça peut être intéressant, justement, de partager comment s'organiser niveau alimentation durant un voyage en voiture de 2 jours, notamment la première fois, et, ou pour une journée. Donc moi, je sais que ce qui était trop bien, c'est que j'ai fait, en tout cas Céline m'a gentiment fait, un cake euh, au Avec ses thon. macros. Ouais, je lui ai donné mes macros en fait, et elle m'a fait un cake au thon et avec des blancs d'œufs et de la purée de céleri et des courgettes et de l'huile d'olive, des oléagineux, bref. Et en fait, La farine de sarrasin.
ouais, de la farine de sarrasin comme glucide. Et franchement, Ouais. c'était trop bon. Et en fait, pendant que je roulais, je mangeais le cake au thon. Et en fait, moi, je mange 6 fois par jour. Bah, en fait, j'avais 6 portions de cake au thon. Voilà. Donc, j'avais 500 calories à peu près, 500-600 calories. Et tous les 3 heures, je mangeais ça. Et en fait, ça m'a permis d'avoir une énergie au top, d'être super focus. J'ai pas bu de café, j'ai pas bu de Red Bull, ni quoi que ce soit. Et j'étais super concentré, en super forme. Donc ça, plutôt que de manger les sandwichs triangles à la mort moelle-neu, et toutes les merdes, les cochonneries, les sneakers qui vous vendent sur les aires d'autoroute, la veille, vous faites un cake ou n'importe quel gâteau, des trucs comme ça, sympa. Il y a toutes nos Oui, recettes après, on n'est pas obligé de faire que du aussi. salé, hein. On peut... On moi, peut j'ai faire un fait peu de sucre, un mix des deux. moitié-moitié. Moi, j'avais fait cake salé et cake sucré, moi, pour Ouais. Ah moi. non, moi j'avais fait mon pain pour mon pré-dodo et pour mon Ah repas oui, du matin, pardon. ouais. Un pain à l'avoine, un pain viking. Bah, de toute façon, toutes les recettes sont de notre livre de recettes, hein, voilà. On a pris les livres, les recettes, on s'est inspiré de tout ça, hein. C'est toujours le même genre de recettes qu'on fait. Ce qui est Oui, génial, c'est après, qu'il y c'est a juste les... les macros qui changent. Oui, mais c'est ça qui est bien, c'est de pouvoir mettre les 3 macronutriments dans chacun des repas. Et comme ça, tu es calé. T'as pas envie de grignoter, et puis tu as une énergie qui est stable, notamment grâce aux féculents, quoi. Donc ça, première astuce Exact. pour la route, parce que je sais que souvent les gens nous demandent: mais comment vous allez faire, vous faites 2 jours de route. Bon, bah voilà, c'est super bien passé, hein. Ouais, c'était nickel, franchement. Ouais. Donc, on On fera a tout le fait temps ça pareil, hein, maintenant. pour toi et pour moi. Bah, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, OK, alors on part tel jour, on a tant de repas, on va dormir une nuit dans un hôtel, donc, et on prévoit les repas pour le lendemain, parce que forcément, on n'allait pas se cuisiner des trucs à l'hôtel, quoi. Et on a fait en sorte de prendre un B&B où il y a un frigo, pour qu'on puisse mettre notre bouffe. Et puis on est parti aussi avec la nourriture des chiens, parce qu'il ne faut pas Ouais, oublier ça, que nos c'est toute une chiens aussi... logistique. Ouais, ouais, ouais. Ils mangent pas de croquettes, ils mangent du traiteur. Et c'est des petites barquettes, en fait. Mais on a pu emmener que un mois. Et en fait, on a acheté quand même un paquet de croquettes et on leur faisait 50-50. Et pendant les 2 mois, ils ont eu quand même un peu de sachets de nourriture fraîche et un peu de croquettes. Parce qu'une fois arrivé sur place, on a tout congelé, parce que c'est de la nourriture qu'on peut congeler, qui est faite pour. Et on leur sortait en fait un sachet tous les jours. Et voilà. Mais c'est vrai que ça a pris de la place aussi dans la voiture, hein, voilà, parce que nous, on est partis en voiture. Quand on prend des chiens, bah après, on fait une croix en fait sur les voyages en avion. Parce que moi, mes chiens, c'est toute ma vie. Et moi, je pars pas sans mes chiens en fait. Et en avion, les mettre en soute, pour nous, c'est pas possible. Encore que la mienne, elle est petite, elle fait que 7 kilos. Donc je pense elle passerait en fait en bagage à main. Mais le gros ton gros, là, qui fait presque 20 kilos, à la base, qui était censé être un Jack Russell, n'est-ce pas? Bah lui, c'est mort, il faudrait qu'il aille en soute et nous, on veut pas. Donc, on a décidé que, voilà, ça fait partie des choses qu'on décide dans la vie, hein. On prend des chiens et on assume aussi bah, tout ce qui va avec. Et ce qui veut dire aussi, bah, on fait une croix sur des voyages qui sont loin. Et puis, de toute façon, on n'aime pas trop prendre l'avion de manière générale et faire des longs trajets comme ça avec des jet lag et tout. Donc, ça nous parle plus trop. Et prendre la voiture, visiter un peu tout ce qu'il y a autour, au final, au départ de la France, on peut faire vraiment énormément de choses. Donc on a décidé que maintenant, quand on partait en voiture et on prenait toute la clique. On est même parti avec notre four, quoi. On est complètement des fous, mais là où on avait nos locations, en fait, bah, il y avait quasiment pas de four dans les locations. Et je me suis dit, mais je vais faire comment pour faire cuire mes gâteaux, pour faire son pain, etc. Et du coup, j'ai acheté un four, ce qu'on appelle les mini-fours, la Moulinex. Et ça a fait très très bien l'affaire. Et du coup, on a fait avec ça, quoi. Ouais. Donc, niveau organisation, parce que ça, c'est pareil, hein, dès qui dit voyage, dit organisation au niveau alimentation. Comment on s'est organisé? Bah, c'est simple. En fait, nous, on a fait exactement comme à la maison, hein. À la maison, comment on fait? Ben, on se fait livrer Greenwiz. On va sur Greenwiz principalement et on fait toutes nos courses en ligne. Ce qui nous permet de limiter un maximum nos interactions sociales en allant faire les courses, notamment dans les Et puis surtout, ça supermarchés. coûte beaucoup moins cher aussi sur Greenwiz, hein. Exactement. Sur Greenwiz, c'est vraiment pas cher.
par rapport au magasin bio, on a tout le temps les codes promo et tout. La dernière fois, bah, justement pour les vacances, on a fait pour 250 euros de course pour un mois. Et en fait, on a eu une réduc et on a payé, je crois, 170 ou 180. Donc ça, le Naturalia, jamais, jamais ils nous le font, hein. Non. Donc, en fait, on a fait les courses sur Greenwiz et on avait deux solutions. Soit on les prenait avec dans la voiture, soit on se les faisait livrer là-bas. Et vu que dans la voiture, avec les chiens, avec le four, avec tous les trucs, les affaires de Céline, parce qu'elle, attention, branle-bas de combat, autant moi je suis minimaliste, mais elle a sa machine à glace, son mixeur, ses trucs. On n'avait plus de place, donc on s'est fait directement livrer les courses en Espagne, parce qu'on a notre meilleure amie qui habite en Espagne, et elle a réceptionné les courses, et c'est là-bas que on a été aussi. Voilà, en Oui, après, Andalousie. on aurait très bien pu aussi faire les commandes 2, 3 jours avant de partir Ouais, et les faire livrer à l'endroit au B&B où on était, hein. oui, Parce que oui, bien là, en sûr. fait, moi, je me suis fait livrer Prozis, parce que Prozis livre partout, En donc Espagne, ouais. ils livre en Espagne. Je me suis fait livrer Zumub, sauf que ce qu'on ne savait pas, c'est que là-bas, ils vendaient des blancs d'œufs en supermarché carrément à un prix défiant toute concurrence que je n'ai jamais trouvé ailleurs. Donc j'avais fait une commande de blanc d'œuf et tout en me disant voilà comme ça j'aurais mes blancs d'œuf aussi sur place, mais sauf que voilà je ne savais pas qu'il y en avait. Et on a commandé aussi Greenwiz. Voilà. Donc en fait nos trois fournisseurs on va dire de ce qu'on commande régulièrement et NutriPure aussi qui m'ont livré là-bas. Donc en fait, j'avais les quatre qui nous ont livrés et on a fait livrer pour un mois quand on est arrivé. Et quand on commençait à arriver à la fin de ce qu'on consomme d'habitude, on a fait une deuxième commande et il y a beaucoup de choses qu'on a quand même on a trouvé sur place et ça c'était cool et c'était quand même beaucoup moins cher aussi, hein. Et franchement, à l'Espagne, en tout cas l'Andalousie, on a payé l'essence, c'était 1,30 € ou 1,25 €. Tout était à moins 30% moins cher. Par exemple, la dinde a été à 7,50 € le kilo ou des choses comme ça. Le poisson, on s'est fait une cure de poisson. On a payé du poisson. Bon, on était côte Atlantique, donc c'était 4 euros, 5 € le kilo. C'était sur les petits marchés là. Franchement, génial. Donc là, on a fait pas mal d'économies La niveau. dinde, ouais, c'était 7 euros le kilo, 7, 8 € le kilo en général. Ouais. Ah ouais. C'est Bah, pas ça vaut cher. le coup, hein. Franchement, niveau Ouais. alimentation, on a vu une grosse différence. Donc pour ça, c'est vraiment bien. Et après, franchement, c'est comme c'est toujours pareil, hein. Nous, les gens qu'on peut avoir en coaching ou quoi, des fois sont angoissés, disent ah mais si je vais dans tel pays, si je vais là, si je pars en voyage là, je trouverai pas à manger et tout. Mais avec notre façon euh, de s'alimenter et tout, et vous trouvez dans n'importe quel pays, n'importe où, de pouvoir Oui, manger après, sainement, hein, tu trouves des féculents, tu trouves de la viande, tu bien trouves sûr, des des féculents, t'en légumes. trouves. Ah, Euh, sauf si tu vas vivre aux États-Unis, dans certaines oui, zones qui ne savent pas ce ouais, que c'est ouais. que tuer les légumes, Mm. ils sont tous diabétiques là, tu sais. Et après, de manière générale, on trouve, hein. Oui, oui, c'est clair. À part dans ces pays-là, mais sinon, dans un pays, entre guillemets, à peu près normal, là, on a été à l'autre bout de l'Europe. On a déjà pas mal bourlingué aussi. Même dans les îles et tout, bah là, c'est encore mieux parce que il y a plein de choses locales. Moi, j'étais à La Réunion, à Dom-Tom et tout, et c'est vrai que c'est sympa. Bon, c'est sûr que quand on a des produits spécifiques, c'est plus cher. Mais bref, quand on mange de manière assez simple comme ça, on trouve relativement tout. Après, c'est sûr, si on veut des trucs très spécifiques, faire un petit peu plus dur à trouver, oui, notamment, nous, on aime beaucoup les pâtes de sarrasin. C'est vrai que c'est le seul truc qu'on n'a pas trouvé, les pâtes de sarrasin. Maintenant, on aurait très bien pu manger du riz ou d'autres types de pâtes et ça faisait l'affaire. C'est juste que nous, on aime bien nos pâtes de sarrasin et puis on a fait notre petit caprice à se les faire livrer, mais tout le reste on le trouvait là-bas. Donc voilà, niveau alimentation, ça n'a pas trop changé de ce qu'on faisait à la maison. Et par contre, bah, la cuisine espagnole, on n'a pas du tout kiffé, quoi. Non, ça c'est sûr, c'est quand même particulier, c'est très gras et je sais pas, c'est pas appétissant quoi, hein. Bah, c'est sûr que nous, on est habitué à la cuisine italienne et à la cuisine française, parce qu'on habitait à la frontière et tout. Bah, il n'y a pas photo, hein. On préfère largement. Alors oui, après, Ouais. une bonne paella, ça fait du bien, mais en tout cas, ce qui réserve dans les restaurants, les tapas, les trucs comme ça, c'est pas génial. On a essayé de manger un burger, c'était pas génial.
À la rigueur, les restaurants de grillade, barbecue et tout ça, bon, c'est pas mal si on aime la viande. Mais je veux dire, Après, il y a un autre paramètre aussi qui est important, c'est que nous, on est réglé sur des heures, en fait, au niveau de nos repas, et eux sont complètement en décalage avec nous. Leur repas de midi, ils le font à 3 heures. Leur repas du soir, ils le font à 21 h, 22 h. On était en complet décalage, même si tu veux aller manger au restaurant, tu vas à midi, il y a enfin, c'est pas vraiment ouvert encore, hein. Et pareil, nous, on va au restaurant, en général, on y va pour 19 h. À 19 h, t'as rien. Et nous, manger à 20 h ou 21 h, ça fait tard pour nous, hein. Voilà. ouais, donc on était en complet décalage et c'est vrai que de ce fait, on n'a pas trop été au resto. On y a été deux, trois fois, mais on n'a pas. On a été voir un flamenco et tout. Et puis c'est vrai que c'était quoi là, les trucs bizarres qui servaient là, des salades russes, espèce de salade avec des Ouais, légumes, avec des plein, pommes de plein de terre. mayonnaise et des pommes de Ouais, terre. ouais. Ouais, enfin, c'était même pas bon quoi. Au-delà de côté gras et tout, c'était pas bon. Et puis j'ai l'impression qu'ils cuisinent pas beaucoup quand même les Espagnols. Même dans les maisons Ouais. qu'on louait ou des choses qu'on visitait, il y a une toute petite cuisine, mais ils avaient rien dans les frigos. C'était rigolo. Ils mangent beaucoup dehors, je crois, je sais pas. Ouais, bah, ça fait partie des trucs où on a eu du mal aussi. Les locations qu'on a trouvées là-bas, c'est très spartiate, hein, ce qui est à l'intérieur. Il n'y a pas de déco, c'est hyper froid, le carrelage marron comme ça, avec le mobilier vraiment. C'est Ah, vraiment le ça. minimum du minimum. Les espèces de lits avec des armatures en fer comme ça, avec juste deux tables de nuit et si t'as une lampe de chevet, t'es content. Les placards, bah, c'est juste une grande tringle en fait, et il y a même pas de cintre. Enfin, et t'as pas de rangement, t'as pas de tiroir, t'as pas de quand tu veux mettre tes chaussettes, tes culottes, je sais pas, tes soutiens-gorge, enfin, il y a aucun rangement. C'était pour ça, moi, ça m'a un peu je t'ai perdu parce que moi j'aime bien quand j'ai mes petits rangements, mes petits trucs, mes machins. Heureusement que j'avais en fait ma meilleure amie qui habitait juste à côté. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi d'aller là-bas. Et elle a pu me dépanner de plein de choses qu'il n'y avait pas en fait dans la maison. Et attention, on a quand même loué une belle maison. C'était pas voilà. Bon, alors c'était pas cher, c'est sûr, par rapport à la Côte d'Azur, hein. Quand tu loues une baraque sur la Côte d'Azur, je pense que tu payes 10 fois plus cher. Mais ça reste quand même un loyer voilà, qui est pas non plus donné. Et les prestations, elles étaient pas ouf, quoi, hein. Heureusement, il n'y avait pas de cintre. Alors ma copine, elle m'a amené des cintres. Il n'y avait pas de machine à café. Donc du coup, elle m'a amené une machine à café. Il n'y avait pas de... C'était quoi qu'il n'y avait pas aussi? Il y a des épingles à linge pour étendre ton linge. Il y avait même pas de Tancarville. Enfin, il y avait rien, en fait. Il a fallu qu'on achète plein de trucs, ne serait-ce qu'une bassine pour mettre ton linge. Enfin, tu vois, des petits trucs. Alors, heureusement, il y avait des petits magasins pas chers, genre, bah, bon, de toute façon, au marché, c'est vraiment pas cher là-bas, il y a plein de trucs. Mais on a été obligé d'acheter des choses parce il y avait beaucoup de choses qu'ils n'avaient pas. Et l'évier, par exemple, pour la cuisine, ouais, il était tout le temps bouché, ça m'a rendu dingue. C'était un évier en terre en plus, en terre cuite. Le truc, tu poses une assiette, tu la casses en deux. J'ai dit, mais c'était pas pratique. En plus, il était tout petit, cet évier pour faire la cuisine, la vaisselle. Bon, heureusement, il y avait un lave-vaisselle. En fait, les gens, ils viennent dans la maison juste pour dormir et après, ils sont tout le temps dehors ou ils font toujours des activités ou je sais pas. Mais ils sont pas trop attachés, en fait, à la déco, à un truc un peu cosy. Moi, je suis très comme ça, en fait, hein. Moi, j'ai besoin de me sentir bien dans mon intérieur. Et ça m'a manqué, hein. Ouais, mais c'est culturel, vu que, comme tu dis, hein, ils vivent beaucoup dehors. C'est une région, à partir de mars jusqu'à septembre, octobre, t'es dehors. Donc, Ouais, c'est un peu ouais. accessoire. Mais il a fait chaud, donc on avait prévu en fait de partir là-bas pour plusieurs raisons. Déjà pour changer d'air, on avait besoin de changer d'air. Pour aller voir ma meilleure amie qui est partie habiter là-bas depuis 3 ans et ça fait 3 ans que je dois aller la voir et que j'y suis pas allée et que je me suis dit si j'y vais pour plusieurs semaines, voire mois, parce que vu le trajet que je vais me taper, je vais pas y aller juste pour une semaine. À la limite en avion, j'y serais allée pour une semaine, mais
voilà, j'avais envie quand même d'y aller un peu plus longtemps, de rester sur place, de voir un peu la vie là-bas. Et aussi, on avait envie de soleil parce que nous, là où on est, surtout où est notre maison, on a en fait 3 mois, 3, 4 mois dans l'hiver, décembre, janvier, février, un peu novembre et mars où le soleil passe derrière la montagne et on a vraiment cette humidité, pas de lumière, le soleil se couche très tôt, il fait nuit tôt, c'est hyper déprimant en fait. Et on s'est dit, on a envie en fait de chaleur, de soleil et c'est pour ça qu'on a voulu partir là-bas aussi pendant cette période-là. Comme nous, on aime bien en fait le climat un peu tempéré. On aime bien entre 15 et 20 degrés. On est bien. En dessous, on n'aime pas trop. Enfin, moi surtout, j'aime pas quand il fait trop froid. Bon, ici sur la Côte d'Azur, ça va, mais c'est pas. C'est surtout en fait cette ambiance un peu morose comme ça, triste, pas de soleil, qui me pèse en fait pendant ces mois. Et c'est pour ça que je voulais partir là-bas. Et l'été, ici, on a trop chaud et c'est pour ça que souvent on part à la montagne. Et là, en fait, c'est vrai qu'on est arrivé au mois de février et ça a fait vraiment un choc entre là où on était, on se pelait, on avait froid, il faisait nuit, on est arrivé là-bas, il y avait beaucoup de lumière, beaucoup de clarté, le soleil se couchait vachement plus tard, et puis on était en maillot tout le mois de février au bord de la piscine, hein. La journée, on avait bien chaud. Alors le soir et le matin, il faisait frais, hein, un peu moins que chez nous. Mais on a vraiment profité, en fait, on était beaucoup dehors, on s'est beaucoup baladé sur la plage. Et après, on a eu un mois de mars absolument infâme. Il a plu tout le mois de mars, on n'a vraiment pas eu de chance. On a même eu une tornade. Mais bon, apparemment, c'était un peu le cas partout. Donc finalement, on n'a pas trop été déçus non plus. Mais voilà, on a quand même profité du mois de février et il y a beaucoup de choses qui nous ont plu. On s'est inscrit dans des salles de sport là-bas, sur place. Donc c'était important pour nous de continuer à faire du sport. Donc on marchait beaucoup hein, au bord de mer. Puis on avait une maison qui était un petit peu dans la forêt. Donc on allait aussi un peu marcher dans l'espace qui était autour de la maison et c'était sympa. Et on s'est inscrit dans 2 salles de sport. Enfin, moi, je me suis inscrite dans 2 salles de sport parce que il y avait une salle où il y avait des machines pour moi, parce que pour mon training, il me fallait des machines spécifiques. Et je les avais pas toutes. Et du coup, j'ai trouvé une autre salle où il y avait d'autres machines, et notamment un escalier, parce que moi, j'aime bien faire mon cardio sur l'escalier. C'est ce qui me manquait. Et là, du coup, ben, j'allais en fait juste une fois par semaine et en fait, je payais à la séance. Et là-bas, c'était 4 euros la séance. Donc, voilà, comment dire, j'ai fait, en fait, ça m'a coûté 40 euros en 2 mois d'aller dans une deuxième salle. Et l'autre salle, je sais pas, on a payé 30 euros, non, par mois, ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, c'était pas très très cher. Les machines étaient pas mal. Les salles étaient jolies. Elles étaient propres. Voilà. Donc, c'était bien. Ça nous a permis de faire quand même notre sport quand on était là-bas. Ça, on ferme le dossier Andalousie. C'est bon? Bah oui, on a tout dit. On a tout Enfin, dit il y et a beaucoup comment de on s'est choses à dire, mais organisé. on va pas non plus raconter toutes nos vacances, quoi. Enfin, nos séjours. Ouais, mais c'est surtout l'organisation qui était Oui, importante là. oui, oui, bah voilà, c'est ça. Comment on a fait pour les trajets et comment on a fait sur place Ouais. pour trouver. Alors, si tu veux vraiment aller chronologiquement, c'est là où j'ai monté mes calories et je suis montée à 4000. Oui, c'est vrai, c'est ça qu'on voulait voir Avant, parce que avant de parler de mon dos, parce que je me suis blessée après au avoir retour, monté oui, mes c'est vrai. calories. Mais pendant qu'on était en Andalousie, du coup, bah, t'en as profité. Il faisait pas beau, donc on avait que ça à faire. On avait des super salles de sport et bah, tu as fait pas mal de sport et t'en as profité pour faire une espèce de remontée métabolique assez intense à ce moment-là, Voilà. c'est ça? J'en ai profité pour bien, bien, bien essayer de monter mon métabolisme. Alors, quand je suis arrivée en Espagne, j'étais à 59 et des poussières, 59 kilos. Donc là, je me suis dit, je vais en profiter. Il y a des monstres machines magnifiques, etc. Ils avaient du Nautilus notamment. Alors après, pour les connaisseurs, voilà, c'est des super machines que je voulais tester depuis longtemps. Et c'est vrai qu'il y a il y avait des monstres de machines qui me plaisaient trop. Et du coup, j'avais envie vraiment, tu vois, de taper un peu dans le dur et de faire
des bons trainings. Et pour ça, ben, forcément, il me fallait aussi monter mes calories. Et comme j'avais aussi comme objectif de vraiment construire mon fessier, qui est un point qui est lent et long chez moi, bon, chez beaucoup de monde aussi, hein, c'est vrai que le fessier, c'est quelque chose qui est très dur à construire. Et on peut le construire quand on fait aussi du surplus calorique. Et donc d'augmenter, augmenter, augmenter ses charges. Donc, bien sûr, en parallèle, je n'ai pas fait que augmenter mes calories, j'ai aussi essayé d'augmenter mes charges, mes perfs, mon nombre de répétitions, etc. pour vraiment travailler sur une construction musculaire. J'ai pas fait ça très longtemps parce que voilà, on peut pas rester trop longtemps en surplus calorique, sinon bah on construit de la masse musculaire, c'est très bien, mais on prend aussi au passage toujours un petit peu de masse grasse. Donc là, c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que je suis montée à 60. Je crois que je suis montée jusqu'à 62,5, voire 63 pendant cette prise de masse. Et ensuite, après, j'ai redescendu tranquillement mes calories. Donc je suis montée jusqu'à 4000. Et après, j'ai redescendu un petit peu mes calories. Et là, maintenant, je me suis stabilisée à 61. Donc j'ai pris quand même 1,5 kg depuis. J'ai reperdu 1,5 kg. Quand j'ai remis mes calories, là, je suis plus aux alentours des 2007 maintenant, où je suis remontée un petit peu. Parce que quand je me suis blessée, j'ai dû redescendre. Et c'est pour ça que c'est important de mettre le nez dans vos macros, parce que quand il vous arrive des choses ou quand vous avez des objectifs, si vous savez pas à combien vous êtes et à combien vous devez aller, c'est compliqué en fait de faire des surcharges progressives, de faire des petits moments de sèche où on va un petit peu essayer de dégraisser la masse grasse qu'on a pris pendant qu'on prenait un peu de masse musculaire. C'est pour ça que c'est important quand même de mettre le nez dans ces macros. Et quand on a des objectifs, encore une fois, quand on a des objectifs sportifs, si vous n'êtes pas une sportive ou un sportif, que vous mangez, que vous vous sentez bien, etc., bon, des fois, c'est pas forcément nécessaire de calculer ces macros. Mais si vous avez des problématiques, si vous vous sentez fatigué, si vous avez, je sais pas, n'importe quel problème, c'est quand même bien des fois de regarder un petit peu ces macros, de compter et de se dire, ok, est-ce que je mange suffisamment? Parce que la plupart du temps, je vous jure, le problématique, c'est que les gens ne mangent pas assez. C'est quand même dingue. Je suis toujours en train d'insister pour que, surtout les filles, hein, parce qu'il y a toujours ce truc de Peur de régime. grossir. Peur de grossir et machin, donc on se restreint, on mange pas beaucoup. Alors dans les assiettes, on me dit, ah mais si, regarde les assiettes que j'ai, je mange énormément. Ouais, t'as raison, il y a que des légumes et un peu de prot, il y a pas de calories en fait là-dedans. Donc là, il faut refaire tout un travail aussi là-dessus, mais bon, ça c'est une parenthèse à part par rapport à moi, ce que je voulais vous raconter sur tout ça, mais voilà, tout ça pour vous dire que si vous avez un objectif, compter ses calories, c'est quand même important, sinon vous faites tout à tâtons et c'est compliqué. Donc là, à partir du moment où j'ai vu comment mon corps progressait, j'ai vu les calories, etc. Mais c'est bien parce que ça m'a aussi boosté un peu mon métabolisme. Ça m'a permis de le monter et ça m'a permis, en fait, moi, au fil des années, c'est ce que j'ai travaillé à gonfler, gonfler, gonfler mon métabolisme. Alors que moi, je partais à la base, il y a combien? Je sais pas, il y a 6 7 ans, je sais plus. Quand j'ai commencé la muscu, j'étais à 1007, tu vois. J'étais à 1007 et j'étais là, oh, oh là là, c'est trop malheur. Non, non, et à 1007, je perdais pas de poids, tu vois. C'est ça qui est paradoxal. C'est qu'aujourd'hui, je suis à 2007, je mange 1000 calories de plus en maintien. Donc là, je suis en maintien et en stabilisation. Euh, donc quand je fais des prises de masse, bah, je vais monter hein, à 3000, 3005 ou voilà. Et quand je veux un tout petit peu sécher ou dégraisser ou enlever un petit peu le surplus que j'ai pris pendant cette prise, bah voilà, je vais juste enlever quelques calories, 100, 200, 300 calories et ça fait le taf. Donc avant, à 1007, je n'arrivais pas à perdre de poids et aujourd'hui, si je veux perdre mes 1,5 kg là que j'ai pris au passage, mais c'est pas grave parce que ça me permet d'avoir aussi un bon système hormonal, tu vois. Parce qu'être trop sèche aussi, c'est compliqué pour faire des performances, pour avancer au niveau du sport. C'est pas compatible et surtout chez une femme, hein, c'est pour ça qu'on
Quand vous voyez des nanas qui montent sur scène et qui sont ultra sèches et tout ça, elles le tiennent pas à l'année en fait, parce que si elles veulent progresser, à l'année, elles sont un peu bulky, elles sont un peu grasses comme ça, et c'est normal parce qu'elles veulent construire de la masse musculaire, et après, elles font des sèches pour monter sur scène. Mais espérer être complètement sèche tout le temps, toute l'année, et construire de la masse musculaire, avoir de l'énergie, avoir de la force, et avoir un bon système hormonal qui fonctionne chez une femme, c'est très compliqué. Donc il faut accepter aussi d'avoir une petite couche de gras et de rester quand même malgré tout propre à l'année, sans être complètement, tu vois, avec trop de graisse. Mais si on veut faire des progrès, si on veut construire de la masse musculaire, on est obligé d'avoir un minimum de surplus et de gras, hein. Ouais, donc t'es monté jusqu'à 4000, quoi. Bah oui, j'ai touché les 4000 pendant plusieurs jours et Tu sais ce que pourtant, je vis au quotidien maintenant. ouais, ouais, c'est ça. Mais enfin, c'est une expérience qui est géniale parce qu'il y a un côté aussi, je sais pas comment expliquer, mais quand tu fais des montées comme ça et que tu te dis, ouais, franchement, ça va, quoi. Tu vois, j'ai pas pris 10 kilos. Bon, après, je suis pas restée super longtemps non plus, mais il y a un côté rassurant quelque part de te dire, tu peux monter jusque-là et finalement, c'est des calories saines. Alors, c'est sûr que si j'avais mangé 4000 calories de burger et de pizza, mon physique aurait pas été le même du tout. Là, je parle de 4000 calories, de calories saines, en fait, avec des bons féculents, des fruits, des légumes, des protéines, du bon gras, de l'huile d'olive, des avocats, des oléagineux, des graines de chia. Voilà, c'est mon alimentation, c'est ça, en fait. Et quand on mange sainement, franchement, on prend pas de la graisse dégueulasse. Tu vois ce que je veux dire? Tu Ouais, vas ouais. prendre peut-être une petite couche sous-cutanée de gras, mais c'est du bon gras, en fait. C'est pas le gras rempli de toxines, en fait, que tu vois, il y a de la cellulite et tout, tu vois. Moi, je Il n'y a vois, pas ça m'a fait une petite d'inflammation aussi. couche. Non, voilà, c'est pas de la graisse inflammatoire et c'est pas non plus de la graisse euh, viscérale, tu vois. Et puis c'est un petit gras comme ça que dès que tu redescends, il s'en va tout de suite, tu vois. Ça part très très vite. C'est pas quelque chose que tu vas stocker pendant des années, la culotte de cheval et compagnie, tu vois. Donc c'est complètement différent et il y a un côté en fait au niveau du mental qui est rassurant, tu vois, de monter comme ça et de se dire ah ouais quand même ça va, je risque rien, tu vois. Et malgré tout, même si depuis des années je travaille à ça, il y a toujours ce cerveau reptilien, tu vois, cette peur. Je sais pas depuis quand on a ça, nous les femmes, dans notre tête, tu vois? Mais c'est comme si on est formaté tout le temps à manger peu, à manger moins, à faire attention, à être mince. Parce que si on n'est pas mince, on va pas être aimé, parce qu'on va pas être inclus dans la société. Tu vois, il y a tout un truc, en fait, avec tout ça. Et moi, la première, hein, je l'ai, en fait, dans mon esprit, dans ma tête. Il y a toujours cette peur sous-jacente qui est là, même si je travaille là-dessus, tu vois, au niveau émotionnel, même si je travaille à manger toujours plus. Et parfois, je me dis, mais putain, je mange peut-être encore même pas assez, tu vois, au quotidien. Et il y a toujours cette part de peur, en fait. Et c'est pour ça que je comprends ce que vivent les femmes dans leur quotidien. Et moi, en accompagnement, la chose la plus difficile à faire, c'est les faire lâcher prise avec ça, les faire manger suffisamment. Et dans la tête, et c'est pour ça que la dernière fois, j'ai fait une story là-dessus, il y en a plein qui m'ont écrit, ils m'ont dit, mais attends, je comprends pas ce que tu veux dire. Tu veux dire que, en fait, manger plus pour maigrir, tu vois, en fait, il y a un côté dans la tête des gens, c'est pas logique. C'est pas logique. Je veux manger plus de calories alors que je maigris pas. Bah oui, Ouais. en fait. Parce que souvent, tu maigris pas parce que tu mets ton corps dans une telle restriction que tout est bloqué, en fait. Tous tes mécanismes sont bloqués, ton système hormonal, il est en PLS, et en fait, il ne pourra rien se passer. Et j'ai même des femmes à 1300, 1400 calories qui prennent du poids. Parce qu'elles font du sport à outrance à côté, elles mangent pas assez, elles flinguent leur système hormonal. Et la femme, en fait, il faut qu'elle fasse super attention. Ou du jeûne intermittent. Si vous saviez le jeûne intermittent, ce que ça peut faire comme dégâts chez une femme, n'écoutez pas les mecs qui vous disent de faire le jeûne intermittent. Parce que chez eux, ça pose pas de problème. Ils ont pas les mêmes hormones que nous. Nous, les femmes, vous sautez un repas, vous enlevez les féculents, vous faites du jeûne intermittent.
mais vous flinguez tout votre système hormonal et après votre thyroïde, etc. Il faut des lustres pour remonter tout ça. Et en fait, ça crée un stress, mais vous n'imaginez même pas dans le corps, le cortisol, etc. Et c'est pour ça qu'on gonfle. C'est pour ça qu'il y a plein de femmes qui disent, je comprends pas. Je fais de la course à pied, je fais ci, je fais ça, et je gonfle. Bah ouais, en fait, on donne pas assez au corps, et le corps, il est en stress. Il est en stress, mais vous imaginez même pas ce qu'on leur fait subir. Et moi, je suis obligée, des fois, en coaching, à certaines femmes, de dire, OK, maintenant, tu stoppes le sport, on arrête. Tu vas juste marcher tranquillement dans la nature et tu manges. Et tu remontes ce métabolisme qui est complètement rincé dans les chaussettes. Parce qu'après, quand le système hormonal, il est défaillant comme ça, bah on digère plus rien. Et comme on digère plus rien, on n'arrive pas à manger des calories. Et comme on n'arrive pas à manger des calories, bah on n'a plus suffisamment d'énergie pour digérer. En fait, tu vois, c'est le serpent qui se mord la queue, tu vois. Et tu n'arrives pas à sortir de ce truc-là. Et les gens vont chercher des thérapeutes à droite, à gauche, parce que je comprends pas, je digère rien, j'ai le système digestif en vrac et tout. Mais en fait, c'est le système hormonal qui est en vrac. T'as pas mangé assez, t'as fait des régimes pendant je sais pas combien de temps. Et il n'y a plus rien qui fonctionne. Le système digestif, il fonctionne plus. Tout est au ralenti. Et c'est là, en fait, où il faut travailler, tu vois, sur les peurs, l'émotionnel. Parce que le stress aussi, ben, ça empêche de bien digérer parce qu'on sécrète pas les bonnes hormones, on sécrète pas les bonnes enzymes, on n'a pas suffisamment d'acide gastrique. L'acide gastrique, il n'est pas sécrété au bon moment. Quand on a un stress, tu vois, par exemple, quand tu es hyper stressé, ben, l'acide gastrique, souvent, il est sécrété hors des repas. Donc, t'en as plus assez pour tes repas, donc du coup, tu digères pas tes repas, t'as tes protéines, elles arrivent, elles sont pas découpées en acides aminés, en peptides, donc du coup, ça te flingue complètement ton système digestif. Donc, tout ça pour dire que la plupart du temps, ce que je me rends compte, c'est que souvent, les femmes en font trop et ne mangent pas assez. Ouais, donc ça t'a bien rassuré en quelque sorte de pouvoir manger autant sans voir des résultats catastrophiques finalement. Ça a joué aussi sur ton mental. Ouais, 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 ça joue énormément sur le mental. C'est pour ça que j'essaye aussi de le faire travailler à certaines personnes, tu vois, dans les diètes inversées que je fais à certaines personnes. Là, notamment, par exemple, je vais prendre comme exemple en coaching, et elle avait peur de manger, tu vois. Elle avait peur de manger, et elle avait tellement peur de manger qu'elle se faisait des restrictions, sauf qu'à un moment donné, le corps reprenait le dessus, et elle faisait des crises de boulimie. Et donc là, elle mangeait tout et n'importe quoi. Elle avait son système digestif qui était complètement épuisé, tu vois. Entre faire le stop and go, tu vois, un peu ce que j'appelle un jour je mange, un jour je surmange et un jour je mange rien, que elle arrivait à un stade où elle était complètement paumée en fait. Elle savait plus du tout quoi faire. Et là, on a travaillé en fait à monter son métabolisme. Et pour elle, tu vois, manger, enfin, son quotidien, c'était 1200, 1300, 1400, tu vois. Et après, elle avait des jours de craquage. Mais quand je lui ai dit, OK, on va commencer, déjà, dans un premier palier, on a commencé à 1700. Ce qui semblait beaucoup, hein, déjà, pour elle, voilà. Et petit à petit, on a travaillé un métabolisme plus élevé. Et arrivé au bout des 3, on a fait 4 mois en tout, là, ensemble, on est monté à 2300. Mais elle est hallucinée. Et à chaque fois, elle me dit, mais j'hallucine encore comment on a monté notre métabolisme et comme mon corps, en fait, avait besoin de calories. Et là, elle commence à se sentir vraiment bien. Mais tu t'imagines, elle était sous antidépresseur, en fait. Mais elle était sous antidépresseur parce qu'en fait, elle mangeait pas assez. Tu vois? La plupart des gens sont en déprime, mais je sais pas si tu... Oui, si bien sûr que tu sais que tu t'en rappelles quand moi je faisais mes délires de régime keto où j'enlevais les glucides, où j'essayais de manger moins, etc. Mais j'étais dans un état catastrophique au niveau santé mentale. Oui, je me rappelle C'était très bien. ah ouais, ouais, je me rappelle. C'était catastrophique. Mais je crois que la plupart des gens ne se rendent pas compte de comment l'alimentation joue sur la santé mentale. Voilà, c'est Ouais. donc là, cet exemple-là, il est fantastique. Et en fait, elle toute seule, elle n'aurait jamais osé faire ça. Tu vois? Et là, avec les tableaux, avec tous les paramètres, avec tout ce qu'on avait, on est monté gentiment, tout doucement. On a monté son métabolisme. Et elle a quand même, malgré tout, en passant
Elle était à 1004, tu vois. Après, nous, on est passé au tout début à 1007 et aujourd'hui, elle est à 2003. Et dans le processus, elle a perdu 10 centimètres de tour de taille. Tu vois? Alors, à la base, c'était pas une personne qui avait des réels problèmes de poids, mais c'était une personne qui avait peur de prendre du poids et qui avait un ventre qui était vraiment problématique. Alors, il y avait de la mauvaise digestion, hein, parce que voilà, il y avait ces problèmes digestifs dus à une alimentation qui était totalement déséquilibrée. Un jour, on mange pas, un jour, on mange trop. Et il y avait aussi du gras, en fait, qui s'était accumulé autour de son ventre, quoi. C'est pour les femmes, tu vois, c'est aussi le problème que moi je remarque, c'est qu'il y en a plein qui vont dire oui, je mange 1200 calories, je perds pas de poids. Et en fait, elles mangent pas vraiment 1200 calories. Parce que si tu comptes tous les craquages, par exemple, tu prends une moyenne sur un mois, elle mange 1200 calories les jours où elle craque pas. C'est ça. Sauf que si ça arrive une fois tous les 2, 3, 4 jours et que c'est des 4000 calories, ça va vite, hein, 4000 calories avec de la junk food hein, en craquage. Ça va super vite. Hein. On n'est plus à 1200 calories. Donc d'un côté, elles te disent, je mange 1200 calories, je maigris pas. Mais d'un autre, elles mangent pas vraiment 1200 calories. Et ce qui flingue vraiment, c'est comme Céline, elle dit, c'est comme tu dis, c'est les stop and go, quoi. C'est bah, je mange 1200 un jour, 4000 le lendemain, je repars sur 500 parce que je mange pas le petit-déj et puis je vais manger trois carottes le midi. Ça C'est pas qui, ça, je pense, est c'est qu'en encore fait, plus. les jours où elles surmangent, elles, elles ont tellement mal au ventre que le lendemain, elles arrivent même plus à prendre un petit déjeuner. Ah ouais, c'est ça, ouais. Mais après, il y a aussi le côté, quand elles mangent comme ça, leur craquage, ben, c'est énormément de calories qui sont ingurgitées en peu de temps. Et donc, ça fait une poussée d'insuline et de glycémie qui est hors norme, en fait. Bien sûr, ouais. Et qui favorise à fond le stockage. Et là, tu favorises le stockage parce qu'en fait, souvent, tu manges du gras et du sucre ensemble. Ouais, bien sûr. Ouais. Puis, Et c'est ce qui favorise le plus le stockage. puis souvent du gras saturé en plus. Et encore, c'est quand tu as de la chance. Parce que des fois, c'est de la graisse, de la Oui, oui, mauvaise oui, graisse trans. ouais, ouais, c'est clair. Parce que c'est du Nutella ou des chips ou des trucs qui sont absolument infâmes, en fait. Ah ouais, c'est sûr. Et qui te mettent dans un Donc, état inflammatoire aussi. donc super expérience, 4000 calories, tu l'as fait, t'es pas devenu obèse. Ah, je l'ai euh, fait, mais je compte bien le refaire. voilà, et donc ça te permet à toi, puis peut-être à d'autres aussi, de comprendre que manger beaucoup en mangeant sain, ça n'a pas des conséquences dramatiques, quoi. Donc ça, c'est aussi un bon coup de pied dans la fourmilière. Après, bien évidemment, hein, Céline est professionnelle, elle fait ça en comptant ses macros avec beaucoup de précision. Elle fait ça en faisant beaucoup de sport à côté et elle fait ça aussi avec une certaine régularité et en montant progressivement. Elle va pas faire du jour au lendemain, ah bah tiens, Céline, elle a raison, je vais monter mes calories à 4000 dès demain. Donc voilà, ça demande aussi une certaine maîtrise. Et après, c'est vrai que pour rebondir là-dessus, j'ai beaucoup de personnes qui viennent vers nous, qui veulent rentrer dans nos accompagnements, des choses comme ça, et qui ont peur et qui nous disent euh, moi, je vais devoir faire autant de sport que Céline, je vais devoir manger autant que Céline. Je me vois pas manger 4000 calories, ou je me vois pas manger 2700 calories, ou je me vois pas faire 5 séances de muscu par semaine. Euh, Ne faites surtout pas ça. Voilà. Céline, elle, là, elle parle de 4000 calories, c'est juste pour vous parler un petit peu de ce qu'elle fait. Mais je ne conseille pas du tout à des personnes, des femmes lambda qui sont mamans, qui ont un boulot full-time job à 8-10 heures par jour, euh, un conjoint et un foyer à gérer, de faire autant de sport. Pour moi, c'est juste pas viable. Et en plus, pour des personnes qui sont débutantes, encore moins. Donc nous, dans nos accompagnements, on n'a jamais de Céline. Hein. C'est très rare qu'on ait des personnes qui soient aussi sportives que toi ou que même moi, que moi. Nous, notre créneau, c'est des personnes qui sont débutantes, qui, justement, à qui on enseigne toutes ces bases et qui, on l'espère, peut-être plus tard, pourquoi pas, si c'est dans leurs euh, objectifs, si elles ont envie, dans leurs aspirations, de se mettre au sport, de faire plus de séances. Mais honnêtement, c'est très rare qu'on ait des sportifs chevronnés sur J'alimente ma santé, en tout cas, des sportifs chevronnés. Et nous, on aime bien justement accompagner des débutants et les amener sur ce chemin-là.
parce qu'on trouve que c'est plus intéressant et que de travailler avec des gens qui sont déjà plus experts ou c'est moins rigolo parce que bon, il n'y a pas tout ce côté discipline, il n'y a pas tout ce côté apprentissage qu'on aime bien faire. Donc voilà, pour répondre un peu à une question qui nous est souvent posée, non, vous n'avez pas besoin, pour rentrer dans le coaching ou suivre nos formations, d'être des sportifs chevronnés ou d'avoir envie de manger autant que Céline, hein. On a nos clientes, la plupart du temps, tu les mets quoi, entre 1800 et 2200 calories, non? Mm. Bah, après, tu sais, j'en ai, c'est difficile de les faire manger. Et j'en ai qui viennent avec un métabolisme qui est complètement au ras des chaussettes. Donc déjà, bon, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quelques-unes. 1006, c'est difficile déjà pour elles, tu vois, par exemple. Bien sûr, Mais ouais, c'est ça. j'ai personne en dessous de 1006 déjà, personne. Ouais, ouais, Et quand j'ai des 1006, je travaille en fait à augmenter le métabolisme avec elles et à les rassurer. À au moins terminer le coaching à 1008, tu vois. Pour moi, minimum vital. Et après, j'en ai certaines qui montent, qui sont un petit peu plus sportives, hein, notamment, etc., que j'ai en suivi à l'année. Donc là, on est plus, des fois, on va faire des pics à 2005 ou des choses comme ça, tu vois. Donc j'en ai quand même, mais c'est vrai que c'est plus des sportifs qui vont aller bien à des sûr, niveaux comme ça. Mais par exemple, c'est pas une sportive de haut niveau, mais par contre, elle a des choses dans sa vie, en fait, qui lui demandent beaucoup d'énergie, notamment son métier. Et en fait, elle est grande aussi, tu vois, elle fait 1,77 m. Donc, ça demande aussi, les personnes qui sont plus grandes demandent plus de calories. bien sûr. Et c'est normal. Et même, tu vois, on a regardé son physique ensemble. Et c'est vrai que elle pourrait en fait un peu plus s'étoffer, tu vois. Elle est très mince au niveau des jambes, des cuisses. Donc il faudrait qu'elle prenne un petit peu de masse musculaire. Mais là, pour l'instant, c'est vrai que comme voilà, on avait tout ce travail sur la dépression à faire. On a fait énormément de boulot en fait là-dessus. Il y avait des priorités plutôt que de dire on va construire une masse musculaire. Donc il y avait un sommeil à retrouver, un état dépressif, des problèmes, tu vois, de santé mentale, et puis tu vois tous ces craquages, ces troubles du comportement alimentaire. Elle avait beaucoup d'allergies alimentaires, eczéma, problème ORL, et on a quasiment tout résolu, tu vois. Un par un, on a trouvé ses intolérances alimentaires, et sans forcément faire des analyses et des tests et des trucs de génotype, tu vois. D'ailleurs, ce sera la Ouais, prochaine causerie, mes génotypes, parce que ça, on me le demande aussi. Mais juste en faisant ce que j'aime beaucoup faire, tu vois, c'est en faisant des le essais-erreurs, laisser-erreur, voilà, des tableaux, etc. On a trouvé en fait tous les coupables pour elle. Tout ce qui n'allait pas au niveau digestif, tout ce qui n'allait pas au niveau ORL et tout ce qui lui provoquait de l'eczéma. Donc, si tu veux, on avait énormément de boulot. Et moi, je lui ai dit, on se mettra vraiment au sport. Parce que je lui ai mis une activité physique, tu vois. On a mis une activité physique en place. Mais on a mis des pas, tu vois. On a juste fait ça, un petit peu d'abdos par rapport à sa pratique, par rapport à son professionnel. métier. Voilà. Et c'est tout, quoi. Et là, on mettra plus tard, je lui mettrai du renforcement musculaire et des choses comme ça. Mais une fois qu'on aura réglé tous les problèmes. Mhm. Ouais, ouais, Pour ça ça. c'est super intéressant aussi d'en parler. C'est que, on a aussi beaucoup de personnes qui viennent nous voir et qui font beaucoup de sport, voire trop de sport, et qu'en général, on va conseiller à ces personnes de ralentir l'activité physique, et ça peut être dur pour elles, tant qu'en fait, la physiologie interne, elle n'est pas optimale. Et nous, en fait, on travaille avec ce qu'on appelle le test santé, qui est un test sur à peu près 300 points, et qui nous permet déjà de visualiser en fonction de plus la note est élevée, plus la personne est en mauvaise santé, entre guillemets, et plus elle est basse, plus elle est en bonne santé, et plus sa physiologie interne est efficace. Et donc forcément, une personne qui vient nous voir avec une physiologie interne qui est complètement déréglée, la priorité de l'énergie vitale, ça va pas être, ben tiens, d'aller courir un 10 km en 50 minutes, on s'en fout. Là, la priorité, c'est retrouver une physiologie interne optimale avec les bons aliments, avec les bons micronutriments, les bons apports, la bonne répartition
protéines, lipides, glucides. Et une fois que tout ça est recalé, que l'énergie est mieux distribuée aux différentes pôles du corps, et ben là, peut-être progressivement remettre peut-être des séances d'intensité, augmenter le volume, etc. Mais c'est très compliqué à une personne qui a une physiologie déréglée de continuer à maintenir un haut niveau d'activité physique, notamment si le système hormonal est touché. Des fois, il y a besoin de faire une grosse phase de récupération. Et puis, c'est pas grave de se désathlétiser un petit peu si on refait les choses carrées par la suite et que on est dans une dynamique justement de long terme. Bref, c'est bon pour les 4000 calories, Oui, 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 oui. parce qu'on est parti un peu dans tous les sens. Oui, Euh, oui, et on était encore une parti de fois, 4000 calories. ouais, je veux juste préciser que moi, ça m'a pris des années à travailler sur mon métabolisme. Ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, il y a des personnes, ça va plus vite que pour d'autres. Mais si aujourd'hui, vous êtes à 2000 calories et voilà, vous en faites pas. On n'est pas tous égaux. Il y a un travail à faire sur un métabolisme. On peut pas passer du jour au lendemain de moi où j'étais à 1007 à monter à 3000, 4000. Voilà, ça s'est fait sur plusieurs années. Ça a été aussi un travail de construction musculaire. Plus vous avez de la masse musculaire, plus vous allez pouvoir manger des calories aussi. Et plus vous bougez dans votre journée et plus vous allez pouvoir augmenter vos calories. Parce que moi, faut pas oublier que je fais de la muscu 5 fois par semaine, que je fais 12 000 pas tous les jours et que je fais en moyenne 20 minutes de cardio les jours où je m'entraîne, où je fais de la muscu, et je fais 45 minutes de cardio les jours où je fais pas de muscu. Donc ça reste quand même une sacrée activité. Et c'est pour ça aussi que quand je me suis blessée au niveau de mon dos, j'ai dû redescendre mes calories parce que forcément je n'étais plus aussi active. Donc ça c'est le dernier sujet. C'est ma fameuse blessure à mon dos. Euh, donc c'est même pas le dos en fait, hein, parce que c'est vrai que moi je dis souvent le dos, mais au final ça vient pas de là. Donc après avoir investigué pas mal sur le sujet, parce que ça fait 3 ans que je traîne ce truc et que ça revient, ça part, ça revient, ça part, et ça dépend en fait ce que je vais faire comme mouvement ou comme exercice qui va me re-solliciter ce point sensible. En fait, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Donc là, j'ai mon dos allait très très bien. J'avais réglé quasiment tout. Ça restait quand même malgré tout un point sensible auquel je faisais très très attention, mais je pouvais m'entraîner comme avant. Donc aucun problème. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un soulevé de terre avec une barre qui coulisse. Donc ça s'appelle une barre Smith. Donc je sais pas si vous voyez dans les salles de sport, c'est des barres en fait qui sont dans un rack et qui coulissent. Et là, à ma salle de sport, à la deuxième salle de sport, cette barre Smith est un peu vieille. Et en fait, j'ai mis de la charge à droite et à gauche. J'ai pris la barre. Je me suis baissée comme si je voulais ramasser quelque chose avec la barre et je l'ai remontée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un soulevé de terre jambes tendues. Donc c'est pour travailler l'arrière des jambes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la barre a lâché d'un côté. Et je me suis retrouvée, en fait, et j'avais quand même, sur la barre, je sais plus combien j'avais, je devais avoir 60 kilos, donc ce qui n'est pas rien quand même, pour faire un soulevé de terre. Et il y a un côté en fait qui a lâché. Je sais pas si c'est le frein ou je sais pas si c'est Bon, bref. Et même je suis allée regarder en fait, j'ai reposé la barre. Bon, j'ai senti hein, que ça avait fait un truc dans mon dos. J'ai regardé la barre et j'ai même cru en fait que je m'étais trompée de charge et que j'avais mis 10 kilos d'un côté et 30 kilos de l'autre, tu vois, tellement ça a fait un espèce de contrebalancier trop bizarre. Mhm. Et en fait, non, il s'avérait que j'avais mis les mêmes poids de chaque côté et c'était pas ça. Et que c'était en fait, après j'ai regardé, c'était la gomme en fait qui avait lâché d'un Lâché, ouais. côté. Et voilà. Et voilà comment je me suis blessée. Et sachant que mon dos est quelque chose de très 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 sensible et que d'habitude quand je fais mes mouvements,
Je l'ai fait en conscience, je serre bien mes abdos, je serre bien mes lombaires. Tu vois, fais vraiment attention, je suis à l'écoute et tout. J'ai fait attention aussi d'être bien équilibré, symétrique, parce que le moindre petit truc peut m'engendrer en fait la douleur. Et là, ça, j'ai senti direct, ça a fait clac dans mon dos et je me suis dit putain de merde. Et là, je me suis dit, ça va pas du tout. Donc j'ai arrêté hein, en fait ce que j'étais en train de faire. Et bon, c'était la fin de ma séance et je suis rentrée. Et j'ai laissé quelques jours comme ça. Voilà, j'ai continué à m'entraîner, mais sur les machines. Et je me suis dit, bon, on verra bien. Et le vendredi, enfin, ça s'est passé un lundi. Et le vendredi, ça allait mieux. Voilà, j'avais encore la petite douleur, mais ça allait mieux. Et là, j'ai voulu reprendre du soulevé de terre, mais en sumo. Et là, tout de suite, j'ai fait 3 reps. Et à la troisième rep, j'ai posé ma barre et je suis rentrée. Et là, j'ai dit, c'est mort, c'est fini. Voilà. Là, il va falloir que je refasse tout le protocole pour soigner mon dos. Et il a fallu que je me mette aussi à l'arrêt pendant une semaine totale, ce qui est hyper difficile pour moi, mais voilà. Et donc, à ce moment-là, bah, bien sûr que j'ai diminué mes calories parce que je n'ai pas pu, en fait, m'entraîner comme d'habitude. J'ai été faire mes pas et j'ai fait un petit peu de cardio tous les jours. Alors, comme j'ai un vélo semi-allongé, c'est très pratique quand on a mal au dos ou quand on a mal au périnée. Parce que des fois, j'ai des personnes aussi qui ont des grosses douleurs au périnée et qui peuvent pas faire du vélo, genre les vélos RPM, là. Et ça, c'est vraiment un super vélo parce que dès que vous êtes blessé ou quoi, on peut faire quand même pas mal On peut faire du cardio avec pas mal de blessures sur ce vélo-là parce qu'il n'impacte pas ni les genoux, ni le dos, ni le périnée. Donc c'est vraiment un super vélo. Donc voilà, j'ai bouffé de ce vélo pendant quelques jours. Et après, je suis allée voir mon éthiopathe, voilà, qui m'a retravaillé sur cette douleur, etc. Donc, il m'a bien confirmé que ça venait en fait de mon piriforme, en fait, de mon pyramidal. Et c'est ça en fait qui écrase mon nerf sciatique. En fait, c'est pas la sciatique hein, en elle-même, c'est mon pyramidal qui écrase mon nerf sciatique et qui a une faiblesse. Et en fait, à cet endroit-là, donc j'ai un point qu'on appelle le point trigger quand j'appuie dessus, en fait, sur ce point-là, parce que c'est un point de croisement entre le pyramidal et le nerf sciatique, bah, je saute au plafond. Et c'est pour ça que je vous avais partagé une vidéo sur ce sujet, parce que des fois, on peut avoir mal en bas du dos, mais ça n'a strictement rien à voir avec le dos. Et moi, je suis allée me faire toutes les radios IRM et compagnie en bas du dos, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir avec ça. Et c'est plus le point, en fait, qui est au milieu de la fesse qui me pose problème. Et donc là, avec plusieurs exercices différents, où je vais travailler du coup l'ouverture de la hanche, où je vais travailler le massage aussi de ce point trigger avec une balle dure. Où je me masse en fait avec la balle et c'est vrai que quand je masse avec la balle ça me fait vachement bien alors ça me fait super mal sur le moment parce que tu sautes au plafond. Et après, plus tu masses, plus tu assouplis, etc. Et là, je suis en train de faire aussi tout un travail avec une personne en fait qui m'accompagne dans ce travail-là pour que je ne me blesse plus. Donc, on travaille vraiment beaucoup en mobilité. On travaille aussi en renforcement des muscles profonds abdominaux, lombaires, voilà, pour tout renforcer en fait, toute cette sangle-là pour que ça aille mieux. Et un des points les plus importants à travailler, c'est le muscle fessier, parce que plus le muscle fessier sera fort, et moins j'aurai cette problématique. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que mon fessier droit, en fait, c'est là où j'ai mal, hein, où j'ai cette douleur, est beaucoup plus faible que mon fessier gauche. Et c'est ça aussi qui fait que j'ai cette douleur à cet endroit-là et que j'ai autant de mal en fait à muscler mon fessier et qu'il est très peu tonique et c'est pour ça que j'y travaille énormément. Mais le fessier, c'est un muscle qui est très compliqué parce que pour le ressentir, c'est pas évident. C'est pour ça qu'il faut beaucoup travailler en amont en fait avec des exercices pour le travailler avant.
de faire du trust, etc., pour vraiment le L'activer. ressentir. Voilà, l'activer, merci, c'était le mot que je cherchais. Voilà, travailler en activation. Et c'est ça que je fais aussi, pareil, avec la personne qui m'accompagne. Et qui est vraiment super pour tout ça et qui est très, très à l'écoute. Et qui me fait travailler, tu vois, avec les bandes élastiques, avec plein de trucs. Tu vois, parce que moi, c'est vrai que j'allais à la salle, je me faisais quelques petits échauffements vite fait. Et, je passais direct sur les machines, tu vois. Et là, maintenant, j'ai tout un travail qui dure plus d'une demi-heure. Alors, je vous avoue qu'au début, ça me faisait royalement chier parce que j'aime pas ça, c'est lent, c'est machin, c'est ci, c'est là. T'as l'impression que tu fais rien. Mais au final, c'est un sacré travail qui est un travail beaucoup plus profond et complètement différent. Et même si ouais, c'est un peu plus ennuyeux que de pousser des charges, je me rends compte que c'est vraiment nécessaire et surtout si tu veux durer dans le temps. Et moi, c'est ce que je veux. Donc là, pour l'instant, c'est vrai que mon objectif, entre guillemets, que j'avais, il fut un temps, de faire un jour une compétition, etc. Pour l'instant, je ne sais pas. C'est encore en suspens. C'est vrai qu'il y a il y a beaucoup de points négatifs à ça et entre la restriction alimentaire, tu vois, pour faire les sèches enfin, avant de monter sur scène, le travail qu'il faut faire pour construire de la masse musculaire. Les blessures, les ci, les là, des fois tu te dis, mais c'est compliqué. Donc c'est sûr que là, avant toute chose, de toute façon, je vous l'ai toujours dit, hein, moi si je fais ça, c'est en premier pour ma santé, me sentir bien, me sentir forte, me sentir bien dans mon corps. Et la cerise sur le gâteau, c'est peut-être un jour voilà, de faire une compétition et de montrer le fruit de mon travail, plus pour voilà, un côté, on se dit, voilà, c'est l'aboutissement. Mais il y a aussi le côté, avec les compétitions, maintenant, ils ont fait des nouvelles catégories. Donc, pourquoi pas aller dans une autre catégorie qui demande un petit peu moins, d'être un peu moins sèche que la catégorie bikini que j'avais choisie et qui serait peut-être plus atteignable pour moi, étant naturelle. Donc voilà, pourquoi pas. C'est toujours un point d'interrogation et en suspens, mais c'est pas quelque chose si tu veux, où je vais me mettre une pression. Mais c'est toujours un truc que j'aime bien avoir dans ma tête parce que ça me met aussi un leitmotiv, tu vois, de dire peut-être un jour tu vas faire une compétition, alors vas-y, fais tes trainings, fais tes entraînements, fais tes dernières reps, tu vois, c'est ça qui me permet aussi d'aller jusqu'au bout, de me pousser plus en fait. Voilà, Ouais, ça te donne un but, un objectif. exactement. Ok. Cool, ça marche. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour, hein. On a raconté un peu toute notre life, là, de ces 4 derniers mois. C'est bien. Oh. Ouais, ouais, ouais. Bah, après, là, il faut que on enregistre une prochaine causerie pour vous raconter un petit peu mes génotypes. Ouais, de toute façon, je pense que maintenant, on va se discipliner un peu plus, puis on va faire une causerie peut-être par semaine. On va essayer de suivre ce rythme-là. Ouais, je pense une par semaine, c'est bien. Bah là, ça fait combien de temps, là? Ça fait une heure et quelques, non? Ouais, ouais, je pense un peu plus même. Ouais. Ouais, mais il faut juste que, bah, après, c'est vrai, même avec les coachings, avec tout ça, entre les tiens, les miens, c'est dur des fois de se caler Oui, les oui, rendez-vous en même et, temps. aussi, on n'était pas en vacances hein, au mois de février-mars quand on est parti en Andalousie. Ce qui est bien avec notre travail, c'est qu'on a juste un ordinateur à emmener, avoir une connexion Internet et on peut travailler de partout dans le monde. Donc, c'est bien, ça nous a permis en fait d'être dans un autre environnement, un autre climat, etc., de profiter. Mais par On contre, a on a beaucoup toujours... bossé en fait. Ouais, ouais. On a même pas mal bossé sur certaines périodes. Ouais. Oh, Après, les seuls mois voilà, où on prend vraiment off et on prend vraiment des vacances, c'est plutôt juillet-août. ouais, Si ce n'est que, tu vois, juillet, début juillet, il y a toute la fin des personnes qui finissent leur coaching, etc. Donc réellement, on va dire, on est en vacances au 15 juillet. Et après, à ouais, partir du 15 août, on a toutes les nouvelles pour septembre qui commencent à rentrer dans le programme, etc. Et donc, ouais, réellement, on a un mois, on va dire, de 15 juillet au 15 août, quoi. c'est vrai. Ouais, ouais, effectivement. Même si on est off pour tout le monde juillet-août, mais il y a quand même 15 jours de battement où on continue quand même sur les dernières et 15 jours fin août où on commence sur les nouvelles, quoi.
Ok, ça marche. Eh ben, on va se quitter là-dessus, les amis. Ouais, voilà. Ben, si vous avez des sujets éventuellement de causerie, hein, vous pouvez les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas. Hein, voilà. Mais on en a quand même pas mal, mais si vous en avez d'autres, des choses qu'on n'a pas abordées, des questions que vous aimeriez qu'on aborde, pourquoi pas, mettez-nous vos sujets. Posez-nous vos questions, puis peut-être aussi faire un FAQ. On aime bien aussi faire des FAQ. Ouais, Sauf que en général, on traite trois ou quatre questions, mais vu qu'à chaque fois on parle pendant des heures sur chacune des ouais, questions, bah, il y a beaucoup de choses à dire aussi. Hein. C'est vrai que chaque question amène vraiment, pour bien comprendre le sujet, c'est bien de l'approfondir, quoi. surtout quand tu as une pensée à tiroir comme nous et que tu vas dans tous les sens, Ouais, ouais, ouais. Désolée pour mes pensées à tiroir. Des fois, j'ai un peu de mal à canaliser. c'est clair. Ouais. Ok, bon, bah, en tout cas, on vous souhaite une bonne continuation, puis promis, on vous dit à bientôt. Allez, à plus les amis. Salut les amis.